Parlons un peu des écoulements en volume et en qualité. Je vous présente ici rapidement un bassin versant, le Mississippi, parce qu'il y a plein d'histoires sur le Mississippi, c'est un bassin versant mythique. C'est la vision qu'on a le plus souvent d'un bassin versant. On a un réseau de rivières en surface, puis un territoire plus large qui est drainé par ce système-là. Cette vision-là nous fait beaucoup, ne met pas en relief qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, et c'est ce qui se passe dans le sous-sol qui souvent est la clé de toute la solution. Donc, on peut pencher le bassin versant, puis l'imaginer un peu comme ceci. L'eau va arriver par la surface par des précipitations, il va chercher à s'infiltrer dans le sol, puis il va descendre jusqu'à atteindre une zone qui est imperméable, puis l'eau va s'accumuler au-dessus de ça, c'est ce qu'on va appeler la nappe libre, ou encore l'aquifère. C'est le secteur de l'eau qu'on pourrait exploiter par pompage en installant des puits. Cette eau-là, si maintenant on soulève la partie de sol qui n'est pas saturée, bien, on constaterait que la partie saturée n'est pas plane, qu'il y a des pentes et qu'il y a donc, par l'effet de la gravité, des écoulements. Et cette eau-là va s'en aller tranquillement vers le point le plus bas, qui est le cours d'eau. Et c'est là que l'eau va revenir en surface et va avoir démarrage, si on veut, de la rivière, de la partie visible de l'écoulement. Il faut attendre 1674 avant que quelqu'un affirme de manière scientifique la petite chose que je viens de vous décrire. Que l'eau circule, vient de la surface par des précipitations, circule des écoulements souterrains et s'en va aux rivières. Avant ça, les pensées dominantes venaient des Grecs qui avaient des schèmes de circulation que l'eau naissait dans les montagnes. On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais 1674, c'est assez récent dans notre histoire. Donc, on a une compréhension à peu près correcte du cycle de l'eau que depuis 300-400 ans. Ce qui est particulièrement important de ce voyage-là, c'est que l'eau va dissoudre des minéraux, va acquérir une qualité pendant son parcours. L'eau d'une rivière ou d'une voisine ne sera pas tout à fait pareille, avoir des qualités qui lui sont propres et qui dépendent de la géologie et de la durée de son parcours. Donc, la qualité initiale de l'eau dépend du territoire. Si on creuse un puits, qu'est-ce qu'on fait? On crée une dépression dans le système en enlevant de l'eau, une dépression locale, qui favorise localement la circulation. On crée un point plus bas et maintenant, l'eau de la nappe va s'écouler vers ce point le plus bas. Si on en fait partout, on pourrait, à un point, éliminer complètement l'apport d'eau à la rivière et complètement pomper l'eau de la nappe et plus avoir d'eau en surface, assécher la rivière. Je vous crée une petite histoire. On est aux États-Unis, on est même en Californie. C'est le secteur de la vallée de Owens. C'est quand même assez loin de Los Angeles. L'histoire commence en 1902, lorsqu'il y a des premiers agriculteurs qui s'installent au pourtour de ce lac-là, qui est entre les deux vallées, une vallée assez sèche entre deux chaînes de montagnes. Rapidement, la ville de Los Angeles a des besoins en eau et commence à détourner une partie des eaux du territoire vers la ville. On est 1913, et pour s'assurer de ça, la ville de Los Angeles fait des achats des fermes. Ils vont acheter des droits d'eau, carrément acheter une ferme, arrêter la production, puis utiliser l'eau qui était disponible à la ferme pour l'envoyer à Los Angeles. En 1924, ils sont tellement efficaces que le lac est asséché, et 80 km de la rivière est asséché. Donc, je parlais tantôt de la mer d'Aral, on est dans un contexte semblable, mais à une échelle plus petite. En 1930, la ville possède 30% des fermes, 95% des fermes, et a donc le plein contrôle sur cette eau-là qui littéralement détourne vers Los Angeles. Et la région étant assez sèche, ça devient la zone la plus poussiéreuse de tous les États-Unis, et créant des problèmes de santé à la population qui est là. Non seulement il n'y a plus d'accès à de l'eau, mais en plus des problèmes de santé. Il se crée une saga, les gens essayent de récupérer leur eau. En 1970, on pourrait dire, on pense à mieux. Non, on a augmenté la capacité de l'aqueduc
qui est passé de 48 mètres cubes par seconde à 78 mètres cubes par seconde en réussissant à exploiter davantage de secteurs d'eau souterraine et de tout simplement augmenter. Ça va en cours, il y a des poursuites. Et récemment, en 1998, l'État de la Californie finalement s'est engagé à régler les problèmes des poussières. Il ne s'est pas engagé à laisser l'eau, c'est juste engagé à mettre des techniques pour contrôler les poussières, parce qu'il y avait des problèmes de santé qui émanaient des poussières du lac asséché et des rivières asséchées. L'eau a un pouvoir auto-épurateur. Je vous ai parlé tantôt que l'eau descendait dans le sol, faisait un parcours qui pouvait être parfois très long. Pendant ce parcours-là aussi, on sait qu'il y a une capacité du système à épurer les eaux. Il y a aussi, on a une coupe ici dans une rivière, il y a plein de micro-organismes en suspension dans les rivières qui aussi vont consommer la matière organique disponible. Ça fait partie du système auto-épurateur naturel. Dans les rivières, il va y avoir des organismes qui vont faire des déchets, il va y avoir ces organismes qui vont vivre de ces déchets-là, et il y a un équilibre qui va s'installer. Donc, ces organismes-là sont en suspension dans l'eau. On en retrouve aussi au fond de la rivière, dans le sable ou dans le sol au fond de la rivière. Donc, c'est l'ensemble de ces organismes-là qui agissent pour épurer les eaux. Donc, si on s'intéresse à cette rivière-là, il y a des propriétés physico-chimiques, charges dissoutes, les charges particulières, les gaz qui sont dissous dans l'eau, l'oxygène, c'est très important pour les poissons. La vitesse de l'eau est un facteur important, sa température. L'ensemble de ces phénomènes-là, ces propriétés-là, sont en équilibre avec la communauté qui y vit. Dépendamment des propriétés de l'eau, certaines communautés qui vont s'y installer, bactéries, champignons, algues, insectes et poissons. On a trop souvent tendance à focaliser sur les poissons, mais en fait, il y a un écosystème beaucoup plus complexe qui s'y est installé et il y a un équilibre bidirectionnel. L'écosystème supporte la qualité de l'eau et la qualité de l'eau permet à l'écosystème d'être en place. Et c'est ça le pouvoir auto-épurateur, si on veut. Il y a un système qui s'auto-régule. Maintenant, nous, si on construit une ville le long de la rivière, si on rejette des déchets, nos eaux usées à la rivière, on augmente la charge de matière organique et on vient surtaxer le pouvoir épurateur, c'est-à-dire qu'on va favoriser les organismes qui consomment la matière organique, qui vont finir par supplanter tous les autres tellement il y a de nourriture à se nourrir, ils vont prendre toute la place. Donc, on va créer des déséquilibres dans l'écosystème. La solution est assez simple, hein, on l'applique maintenant, on fait du traitement de nos eaux usées. Et qu'est-ce que le traitement des eaux usées? C'est qu'on reprend ce qui se fait en nature, on l'industrialise le processus dans un territoire, dans une usine qu'on contrôle. On ne fait que reproduire ce qui se passe. On essaie de l'optimiser pour retourner ensuite une eau qui est acceptable pour l'environnement. Mais on fait d'autres choses sur le territoire, pas juste les villes. Il y a notamment les activités industrielles et agricoles. Et pour ces dernières, on utilise beaucoup de fertilisants, de pesticides. Il y a même des antibiotiques pour les animaux. Et ça, on a beaucoup plus de difficultés à contrôler ces rejets-là qui vont plus librement se rendre dans le système et, encore aujourd'hui, causer des problèmes au Québec, mais ailleurs. C'est le problème qu'on a le plus de difficultés à résoudre. Si on a une carte, en fait, c'est un gros plan sur l'état des rivières au Québec selon les données qui étaient disponibles au MDDEP. Les points rouges, c'est des secteurs où les indices ne sont pas très intéressants. Les points en bleu sont les secteurs les plus intéressants. En fait, on voit qu'il y a encore, dans les zones les plus agricoles au Québec, des problèmes de qualité de rivière. Ceci dit, ça s'est amélioré, mais il y a encore du travail à faire. Sur ça, il faut trouver encore des solutions pour faire mieux et maintenir notre système. Je vous ai parlé de la santé comme étant une des fonctions de l'eau. Mais on va discuter un peu de ça parce que on entend tout le temps que l'eau c'est la vie, mais moi j'ai tendance à penser que l'eau c'est aussi la maladie et ça peut être la mort. À chaque fois qu'on boit un verre d'eau, on pose un acte qui peut nous tuer. J'ai parlé d'arsenic en toute introduction. Il y aurait de l'arsenic dans votre verre d'eau, vous ne le sauriez même pas, vous n'en percevriez pas. Donc, il faut avoir une certaine confiance dans l'eau qu'on boit.
On est conscient, on a cette conscience-là, puis on a mis en place des systèmes pour se protéger, pour gérer cette chose-là. Maintenant, on est privilégié. À l'échelle mondiale, c'est un très, très grand problème, et je me permets d'en parler quelques minutes. On estime à 1,1 milliard d'humains, les chiffres ne sont pas les plus récents, ça a peut-être augmenté un peu, qui doivent marcher 30 minutes pour aller chercher de l'eau à un puits qui est donc très loin de leur maison. Et ce faisant, ils ont la capacité de rapporter à la maison que 5 litres d'eau par personne par jour. Donc, ils doivent faire toutes leurs activités avec 5 litres d'eau par personne. Il y a 1,6 milliard qui sont un peu plus chanceux. Ils n'ont qu'un kilomètre à marcher. Et donc, ça leur donne la capacité de ramener à peu près 20 litres par personne par jour. On considère un accès intermédiaire, c'est que si l'eau est plus près de la maison, et à ce moment-là, on a une capacité de l'ordre de 50 litres par personne par jour. Les études proposent un niveau minimum d'eau de 50 litres par personne par jour. Ça s'organise comme suit. 5 litres pour boire. En fait, ça c'est peut-être un peu élevé. Les études médicales suggèrent 3 litres. La raison du 5, c'est que la plupart des gens qui sont dans des difficultés d'accès sont dans des zones assez arides. Et donc, avoir un peu plus d'eau pour boire, ce ne serait pas une mauvaise chose. Il faut qu'ils cuisinent qu'avec 10 litres d'eau. Cuisiner, ça inclut nettoyer la cuisine. Il faut se laver avec 15 litres, ce qui est assez peu. Et ensuite, on a besoin d'eau pour évacuer les déchets, nettoyer. On estime environ à 20 litres par jour. Si vous allez aux toilettes, les toilettes qui économisent l'eau, si on parle de 5 litres, 6 litres à chaque usage, on voit qu'à 50 litres par jour, c'est assez rapidement atteint. Au Québec, on est parmi les plus grands consommateurs au monde. Je ne vous sortirai pas le chiffre, mais c'est considérablement plus que 50 litres par personne par jour. Mais présentement, il y a au moins 2,7 milliards de personnes qui n'ont pas cet accès-là et qui doivent se contenter de beaucoup moins. Si on n'a que 5 litres d'eau par jour pour faire toutes nos fonctions, vous pouvez imaginer qu'il y a des problèmes d'hygiène qui vont apparaître assez rapidement et des problèmes aussi au niveau simplement de l'alimentation. Quelle est notre responsabilité là-dessus? Les droits humains, les droits de la personne sont très clairs qu'il y a un droit de l'eau qui existe. Et c'est même parmi les droits les plus importants. Ça n'empêche pas que beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau et il y a beaucoup de gens qui travaillent à essayer de renforcer les mécanismes de droit de l'eau. C'est une préoccupation importante, mais clairement, ça reste souvent des vœux pieux. Donc, il y a un travail qui doit continuer à être fait à ce niveau-là. Mais le problème de l'eau n'est pas seulement au niveau de la quantité, est aussi au niveau de la qualité. Vous avez une courte liste des maladies qui peuvent être entraînées par la consommation de l'eau. Juste pour les maladies hydriques, on estime à 5 millions de décès par année de gens qui décèdent tout simplement par un usage pour avoir consommé de l'eau. C'est majoritairement des enfants de moins de 5 ans, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas la capacité facilement de survivre des fois une diarrhée sévère, alors que les adultes ont un peu plus de chances d'y survivre. C'est un problème majeur et qu'on oublie. On va souvent faire grand cas d'un accident qui va tuer quelques dizaines de personnes. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais le 5 millions de décès par année, on n'en entend pas parler au téléjournal. C'est quelque chose qui semble être accepté. Et c'est quelque chose qu'on pourrait agir, mais ça semble quelque chose qui est accepté. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on voit. Et l'autre problème, c'est l'élimination des eaux usées. Il y a 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'élimination des eaux usées. Et donc, on revient sur les 5 millions de décès. C'est en partie aussi parce que l'eau est souillée par les propres déchets humains. Problème majeur, les Nations Unies ont travaillé là-dessus. Ça a même été des cibles au niveau des Nations Unies. Récemment, il y a eu une année qui était dévouée au traitement des eaux usées.